Alors, je suis Karine Heitz, je suis géographe, chercheur à INRAE, en poste au laboratoire GEST pour gestion territoriale de l'eau et de l'environnement à Strasbourg. Et je vais intervenir aujourd'hui sur donc, cette thématique de l'adaptation face aux enjeux du XXIe siècle, avec comme entrée l'une des préoccupations majeures aujourd'hui qui est le maintien d'une ressource en eau de bonne qualité. Alors, pour maintenir cette ressource en eau de bonne qualité, on a différents champs d'action. On peut faire de la surveillance, voir comment cette eau évolue. On peut aussi faire du traitement. Je pense notamment aux traitements qui sont menés dans les stations de traitement des eaux potables. Mais on peut aussi agir sur les comportements des individus, nos comportements, pour éviter de polluer cette eau. Que ce soit dans le milieu, donc je vais éviter par exemple de déverser des substances polluantes dans un cours d'eau, par exemple, mais je peux aussi agir à l'échelle de mon foyer, chez moi, en évitant par exemple d'utiliser certains produits quotidiens qui vont être polluants. Dans ces produits quotidiens, on va retrouver les produits ménagers, les produits d'hygiène corporelle, les médicaments aussi, qui vont avoir des effets en termes de pollution ou de micropollution. Quand on parle de micropollution, ce sont des substances qui vont être très polluantes à faible quantité. Et donc, du coup, je peux agir par mes propres comportements pour essayer de diminuer le rejet de ces polluants dans l'eau, que ce soit par l'égout, par le rejet à l'évier ou dans les toilettes, par exemple. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des résultats qu'on a menés dans le cadre d'une recherche autour de cette micropollution et notamment autour de la représentation de cette micropollution. Comment est-ce que les gens identifient le problème, mais aussi différents types de solutions qui existent pour un petit peu voir si on était prêt à changer de comportement face à cette micropollution. Donc, le programme de recherche dont est issu tout ce travail et l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui est un programme qui s'appelle Lumiostra, qui est un programme de recherche qui a été mené en partenariat avec l'Eurométropole de Strasbourg, sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg aussi, et qui a été financé par l'Office français pour la biodiversité. Alors, dans le cadre de cette recherche, avec des collègues, sociologues et psychologues de l'environnement, ce que nous avons cherché à mesurer, c'était la représentation par les habitants de ce problème qui était les micropolluants d'origine domestique dans l'eau. On a essayé de mettre en évidence aussi différents comportements selon la connaissance et l'évaluation du problème de cette micropollution. On a essayé aussi de mettre en évidence différents profils sociodémographiques. Est-ce qu'il y avait des individus dans la population qui étaient plus ou moins sensibles à cette problématique-là? Et on a mesuré une intention comportementale pour changer certaines de nos pratiques et on s'était focalisé sur les pratiques ménagères. Donc, ce travail a donné lieu à 3 différentes enquêtes. Une sur la représentation générale de la micropollution, une autre sur les comportements et une dernière sur l'intention comportementale, donc changer des pratiques, une pratique précise qui était la pratique ménagère. Alors, de manière générale, ce qu'on peut dire sur les représentations par les habitants de ces micropolluants, c'est que la majorité des personnes qu'on a interrogées se disent préoccupées par la qualité de l'eau en tant que ressource, mais aussi en tant que consommable. De manière générale, les individus estiment que les stations de traitement des eaux potables font bien leur travail. Il y a une grande confiance envers cette station qui va rejeter de l'eau plutôt de bonne qualité. Les individus, de manière générale, identifient aussi certaines solutions pour justement réduire nos pollutions, notamment par des rejets dans l'évier ou dans les toilettes.
Une des solutions qui est plébiscitée par les individus serait d'obliger les fabricants à mettre une espèce d'échelle d'impact environnemental sur les produits qui nous dirait attention, ce produit va générer beaucoup de pollution. Mais les individus se rendent aussi compte que mettre en œuvre une telle échelle, c'est quelque chose de très compliqué, notamment en termes de mise en œuvre par les fabricants eux-mêmes. Une autre solution serait de contrôler la commercialisation de certains produits. L'État dirait attention, celui-là, on ne le met pas sur le marché parce qu'il va générer une micropollution très importante. Mais là aussi, les individus enquêtés se rendent bien compte que ce contrôle de la commercialisation ou de la législation qui va avec peut être très problématique et en tout cas très longue sur le plan de la mise en œuvre. Et d'autres solutions aussi sont mises en avant par les individus. Une solution serait de fabriquer soi-même des produits plus respectueux de l'environnement. Donc là aussi, on se rend compte que pour une grande majorité des individus, c'est quelque chose qui est faisable, qui est envisageable aussi dans leur pratique quotidienne. Et on verra par la suite comment est-ce que c'est envisageable et comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces changements-là. Et enfin, une dernière solution qui est identifiée, c'est d'augmenter l'offre de produits écolabellisés. Et là, les individus se disent même prêts à payer un peu plus cher des produits qui seraient plus respectueux de l'environnement. De manière générale, autour de cette question de la représentation de la micropollution, l'enquête qu'on a menée a aussi montré qu'il fallait absolument informer les habitants d'un éventuel problème autour de cette micropollution, puisqu'on s'est rendu compte qu'une grande partie de notre échantillon, qui comptait un peu plus de 600 personnes enquêtées, se disait très peu au courant de ce qu'était la micropollution. Voilà, ils imaginaient que c'était dangereux pour l'environnement ou pour la santé, mais finalement, ce qu'il y avait derrière précisément, c'était très peu connu. Donc, une grande campagne d'information était nécessaire pour un grand nombre des enquêtés que nous avons vus. Alors, si je m'intéresse plus précisément à cette intention comportementale de changer de produit, ce qu'on avait mesuré et l'intention sur laquelle on s'était focalisé, c'était de remplacer les produits ménagers classiques, donc ce qu'on va utiliser et trouver dans les supermarchés, ce qu'on va utiliser pour javelliser les toilettes, par exemple, pour nettoyer les sols ou la cuisine, par des produits fabriqués soi-même à base de vinaigre blanc, de savon noir et de bicarbonate de sodium. Donc l'idée, c'était de voir comment est-ce que les individus perçoivent ce nouveau produit fabriqué soi-même en termes d'efficacité, en termes d'hygiène, en termes d'utilisation, est-ce qu'on est prêt à fabriquer, et comment est-ce que dans le temps, ils imagineraient utiliser ce produit-là. Donc ce qu'on voit en fait très rapidement sur cette intention comportementale, ce sont les attitudes et les croyances vis-à-vis du produit, du nouveau produit qu'on fabriquerait soi-même. Alors, dans notre échantillon, on s'est rendu compte que utiliser un produit multi-usage fabriqué à partir de produits plus respectueux de l'environnement, comme le savon noir, le vinaigre blanc ou le bicarbonate de sodium, serait une bonne chose pour la propreté de la maison. Et ça, il y a une grande partie des enquêtés qui croient que, effectivement, ce serait plutôt bon pour le ménage en tant que tel, mais aussi bon pour leur propre santé. On inhale un peu moins de produits, on en rejette moins aussi dans le réseau d'eau par la suite. Donc, on avait à peu près 60% des individus qui étaient plutôt favorables à ce produit. Ces individus-là aussi se sentaient tout à fait capables de changer les habitudes, puisque dire à un moment donné, on va abandonner des produits classiques qu'on achète en supermarché pour en fabriquer nous-mêmes, il faut aussi se sentir capable de changer des habitudes, capable de aussi faire en sorte que tout le foyer change des habitudes. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de simple quand on est ancré dans des habitudes un peu routinières. D'ailleurs, quand on va
un peu plus dans le détail de ces changements d'utilisation d'un produit fait soi-même, on se rend compte là que ce produit ne serait pas utilisé partout dans la maison, par exemple, au même niveau. On se rend compte que pour les sols, c'est un produit qui irait très bien. Pour la cuisine, ça irait tout à fait aussi. En revanche, nettoyer des parties qui nécessiteraient plus d'hygiène, comme les toilettes ou la salle de bain, là, on voit qu'il y a quelques résistances au changement. Les gens enquêtés estiment que voilà, ce serait peut-être moins efficace, ça apporterait moins d'hygiène. Enfin, pour terminer un peu autour de ces intentions comportementales et ces changements comportementaux, toute notre enquête a permis de montrer qu'il y avait quand même se dégager dans ces histoires-là trois grands types d'individus. On a d'un côté les individus qui sont convaincus, ils sont plutôt bien informés, ils ont plutôt une bonne image d'un produit fait soi-même, ils sont prêts à l'utiliser et à le fabriquer. Et dans ce groupe-là, on va plutôt retrouver des femmes. Voilà. On a un autre groupe d'individus qui sont plutôt des indécis. Ils ont une bonne image du produit, mais ils se sentent plutôt mal informés et c'est un groupe mixte en termes de genre, mais ils ne savent pas trop encore. Voilà. Il suffirait d'un peu plus d'informations pour qu'ils changent vraiment d'avis. Et on a un dernier groupe qui est le groupe des réfractaires, qui se disent très peu informés, ils ont plutôt une mauvaise image d'un produit fabriqué soi-même, avec des composés comme le vinaigre blanc, voilà, qui n'auraient que très peu d'efficacité. Et d'ailleurs, ils disent clairement qu'ils ne souhaitent pas l'utiliser. Dans ce groupe-là, on va plutôt retrouver des hommes qui vivent seuls ou des personnes qui vivent en habitat collectif. Donc on voit bien qu'on va retrouver différents types de profils sociodémographiques dans cette intention de changer de comportement. Donc autour de cette grande question un peu de l'adaptation face à des enjeux qu'on va retrouver aujourd'hui, notamment l'enjeu de la pollution, on voit que voilà, pour la majorité des personnes interrogées, la pollution ou la micropollution va représenter un danger pour l'environnement, pour la santé. On va aussi voir très vite que souvent ce sont plutôt les industriels qui sont pointés du doigt en termes de responsabilité. Les ménages ou l'individu en tant que tel est très peu mis en avant. Donc on essaye quand même, quand on est citoyen ou individu, de se dédouaner un peu en se disant non, non, mais de toute façon, je pollue moins qu'un industriel, par exemple. On voit aussi que changer de comportement quand on a un comportement bien ancré tel que celui du ménage dans un foyer, ça peut être parfois très compliqué parce que voilà, changer avec des produits qu'on connaît moins bien peut-être, qui seraient représentés comme étant moins efficaces dans une société où la désinfection est quand même un enjeu très important, c'est quelque chose de compliqué, même si on a quand même une grande partie des individus qui seraient prêts à le faire et prêts à s'engager dans un tel changement. On voit quand même dans toute cette enquête-là que la réduction des micropolluants d'origine domestique est un enjeu pour une grande partie des individus et que les personnes interrogées, la majorité d'entre elles en tout cas, ont quand même le sentiment de pouvoir agir à leur niveau. En sachant que sur l'action à l'échelle individuelle, un grand manque d'informations reste quand même un des freins principaux pour vraiment se lancer dans le changement et dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement.